Bonsoir à tous. Ce soir ou cet après-midi, pour se relaxer et s'endormir, je vous lis un conte d'Henri Raymond Cassegrain. La jongleuse. C'est un conte en plusieurs parties. Ce sera l'occasion de quelques épisodes. Les voyageurs de la nuit. C'était une nuit d'automne sombre et brumeuse. Un canot d'écorce se détachait silencieusement du rivage de Québec, à quelques pas de l'endroit où s'élève la vieille église de la basse ville. Sur le sable de la grève, un homme était debout, tenant à la main une lanterne sourde, dont le cône lumineux dirigé vers les flots éclairait le canot monté par 4 personnes. À la lueur fauve que projetait la lanterne, il était facile de voir que celui qui se tenait à l'arrière du canot était un chasseur canadien. Il était vêtu d'une chemise à raies bleues et de pantalons d'étoffe grise, et portait sur la tête un bonnet de peau de castor. Selon l'invariable coutume des voyageurs, il avait eu le soin, avant de prendre place sur la pince du canot, de placer sous lui son capot d'étoffe plié avec précaution. Une ceinture rouge, dont les franges flottaient sur sa jambe gauche, s'enroulait autour de ses reins. Ses pieds étaient chaussés de bottes sauvages, dont les hausses de cuir de mouton enveloppaient le bas de ses pantalons et se rattachaient au-dessous du genou par des lanières de peau d'anguille. C'était un homme d'un tempérament sec, mais d'une charpente osseuse et d'une taille très élevée. Les manches de sa veste, retroussées jusqu'au coude, découvraient des muscles d'acier qui révélaient une force peu commune. Ses bras, d'une longueur démesurée, étaient couverts de tatouages représentant divers objets parmi lesquels on remarquait la figure d'un canot. Les traits de son visage, hâlés par le soleil et d'une remarquable régularité, semblaient avoir été taillés dans un bloc de bronze florentin. Sa barbe était noire, tandis que ses cheveux, qu'il laissait croître depuis longtemps et qui retombaient négligemment sur ses épaules, étaient d'un blond châtain. Un grand air de bonté se reflétait sur toute sa physionomie. Ses yeux, qu'il tenait habituellement à demi fermés, lui donnaient au premier abord une apparence engourdie, mais ils étincelaient d'une rare intelligence, enchâssés sous leurs sourcils noirs et épais, lorsqu'il était sous l'influence d'une émotion un peu vive. Du reste, dans sa personne, rien n'était remarquable, si ce n'est un air d'apathie et d'insouciance que l'extrême lenteur de ses mouvements laissait naturellement supposer. Son habileté extraordinaire à conduire un canot lui avait fait donner le surnom de canotier. La lumière vacillante de la lanterne éclairait, par intervalles, un autre personnage assis à la tête du canot que son accoutrement désignait suffisamment comme appartenant à la race des peaux-rouges. C'était un homme superbe, à l'œil d'aigle, aux lèvres fines et fièrement arquées, au front élevé rayonnant d'intelligence et de loyauté, et d'un galbe si irréprochable que Phidias ou Canova l'eussent copié avec amour, comme le type de l'homme à l'état de nature. Selon la coutume indienne, ses cheveux étaient rasés, à l'exception d'une touffe attachée au sommet de la tête, avec des plumes de faucon, d'outarde et d'oies sauvages qui formaient comme le cimier d'un casque antique. Il portait une espèce de manteau, bordé d'une frange rose et lilas, fait avec ces peaux de caribou, couleur orange, que les sauvages seuls savent rendre si soyeuses et si molles. Des mocassins, ornés de rassades et de poils de porc-épic, teints en rouge et bleu, couvraient ses pieds. Les guerriers de sa tribu l'appelaient Misti Chinepik, c'est-à-dire la grande couleuvre, soit à cause de sa souplesse extraordinaire, soit à cause de la figure de ce reptile tatoué sur sa poitrine. Les reflets de pourpre de la lanterne dessinaient encore la silhouette de 2 autres personnages assis au centre du canot. C'était celle d'une jeune femme et d'un enfant de 8 à 10 ans. Une profonde mélancolie, mêlée d'inquiétude, se reflétait sur la figure pleine d'énergie de madame Houel. Ainsi se nommait la jeune femme. La noblesse de ses traits et l'élégance de ses vêtements révélaient une personne de distinction. Au moment où le canot franchissait la pénombre projetée par la lumière, elle était occupée à étendre un châle sur les épaules de son enfant, pour le préserver de l'humidité de la nuit. Quand le canot eut entièrement disparu dans les ténèbres, l'homme à la lanterne remonta lentement la berge. « Diantre !» murmurait-il à part lui en s'éloignant.
Il faut que madame ait bien du courage pour s'embarquer par une pareille aventure. Je veux bien croire que monsieur Well a été gravement blessé. Mais qu'était-il besoin de tant se hâter et de s'exposer par là à un danger évident? Ne pouvait-elle au moins attendre jusqu'à demain matin? Mais à peine a-t-elle appris la fatale nouvelle qu'elle n'a même pas pris le temps de faire ses malles. Ah, je crains fort qu'il ne lui arrive quelque malheur. Et puis, ce massacre de 3 hommes par un parti d'Iroquois qui a fait une descente avant-hier dans l'île d'Orléans et qui a enlevé une femme et 4 enfants. Ils seront fort heureux s'ils ne font pas la rencontre de quelques-uns de ces démons enragés. En faisant ces réflexions, il disparut derrière l'angle d'une maison et tout rentra dans les ténèbres. La lampe du sanctuaire. Cependant, le frêle esquif, poussé par 2 vigoureux avirons, descendait le fleuve avec rapidité. Léger comme une écume, il glissait sans bruit sur les flots, laissant à peine un pâle sillage derrière sa proue. Les voyageurs gardèrent le silence pendant quelque temps, et rien ne troublait le sommeil de la nature autour d'eux, si ce n'est le bruissement de l'eau sur les flancs de la légère pirogue, et le chant monotone et cadencé de la vague sous les avirons. Bientôt l'obscurité de la nuit confondit les teintes indécises des divers édifices de la ville dans une nuance uniforme, et ils ne distinguèrent plus derrière eux qu'une ligne onduleuse, découpant en noir sur le ciel les contours du cap Diamant. De fois à autre, le clapotis de la vague sur les galets de la rive, ou le grincement d'une girouette agitée par le passage subit d'une brise nocturne, parvenait encore à leurs oreilles. Mais bientôt, tous ces bruits s'éteignirent. C'était l'heure solennelle de la nuit où tout repose dans la nature, et les bêtes carnassières revenues de leur chasse nocturne, et l'oiseau caché sous la feuillée, et l'homme fatigué des soucis et des travaux du jour. Le torrent lointain même semble voiler ses sanglots, et sous la brise expirante de la nuit, la forêt exhale à peine de son orgue immense un faible soupir. Cependant, la jeune femme, les yeux tournés vers la ville endormie, contemplait attentivement une lueur presque imperceptible et immobile sur la côte. On eût dit qu'elle redoutait le moment où elle allait la voir disparaître entièrement, tant il y avait d'anxiété dans ses regards. Ce n'était pas la lumière de la lanterne qui depuis longtemps avait disparu. Cette faible étincelle, qui venait scintiller au bord de sa paupière où tremblait une larme, jaillissait d'un foyer autrement mystérieux, autrement consolant. C'était la pâle clarté de la lampe du sanctuaire de la vieille église, holocauste virginal, emblème touchant de l'éternelle prière. Pendant qu'elle contemplait cette chaste étoile, sa bouche murmurait une fervente prière. La prière, invisible vestale qui veille incessamment, une étoile au front, dans le temple sans tache de l'âme pieuse. Toute sa vie semblait avoir passé dans ses yeux, tant il y avait d'ardeur dans son regard. Et le mystique rayon, venant effleurer sa prunelle de sa baguette d'or, semblait le regard de Dieu caché sous les adorables voiles, exaucant sa plainte et versant un reflet d'espoir dans son âme en deuil. Oh, la pauvre femme! Elle avait en effet grand besoin d'un céleste soutien, au moment d'affronter tant de dangers parmi les embûches de la nuit. Enfin, les ténèbres l'envahissant de toutes parts, le frêle sillon de lumière s'éteignit sous un linceul d'obscurité. « Oh, il fait bien noir, » dit tout bas l'enfant à sa mère après un long silence. « Je ne puis pas même voir votre visage. Si je n'étais pas si près de vous, ma chère petite maman, je crois que j'aurais bien peur. Pourquoi sommes-nous partis si promptement? Je dormais si bien dans mon lit quand vous êtes venu me réveiller. Allons-nous arriver bien vite? » Et l'enfant, saisi d'un frisson involontaire, se rapprochait instinctivement de sa mère, comme pour chercher une protection contre les fantômes que la nuit fait sautiller devant l'imagination de l'enfance. La jeune femme poussa un soupir et, sans répondre à sa question, « Couche-toi sur mes genoux, Harold, » lui dit-elle. « Tu as encore besoin de dormir. Fais un bon sommeil tandis qu'il fait noir. Je te réveillerai quand il sera jour,
et tu verras se lever le beau soleil. Alors tu n'auras plus de peur. » L'enfant obéit sans rien dire et posa sa tête sur les genoux de sa mère. « Maman, » murmura-t-il à voix basse après quelques minutes. « Voyez-vous là-bas, cette grande femme blanche qui marche sur l'eau. Elle s'avance vers nous. Elle me regarde. Elle me fait signe d'aller vers elle. Entendez-vous, maman, comme elle chante? Comprenez-vous ce qu'elle dit? » Et l'enfant indiquait du doigt le fantôme qu'il croyait apercevoir. « Maman, » continua-t-il d'une voix tremblante, j'ai peur. Retournons chez nous. Elle va venir me prendre. » Et il cachait sa figure sur les genoux de sa mère en étouffant un sanglot. « Dors donc, enfant, ne crains rien. Il n'y a point de danger. Cette grande tache blanche que tu vois là-bas, ce n'est pas un fantôme, c'est la chute de Montmorency. Le bruit que tu entends, c'est celui de l'eau qui tombe de la montagne. Dors tranquillement, ta maman veille auprès de toi. »« Oh oh !» interrompit tout à coup le sauvage, tirant de sa poitrine cette exclamation gutturale ordinaire aux Indiens, pour exprimer la surprise et l'étonnement. « Machiscouéou !» Ces paroles, en langue sauvage, prononcées à demi-voix, semblèrent paralyser les bras du chasseur canadien. Pendant quelques instants, son aviron demeura immobile entre ses mains. Puis, sur un signe du sauvage, ils se mirent tous deux à ramer vigoureusement, mais avec le moins de bruit possible. Hallucination. « Votre enfant dort-il maintenant ?» demanda enfin le chasseur après un long silence. « Oui, » répondit madame Mouelle. « Il est si fatigué d'avoir été dérangé cette nuit qu'il s'est endormi en quelques secondes. »« Eh bien, madame, » reprit-il d'un ton solennel, avec sa lenteur habituelle et en se penchant vers le centre du canot, afin de pouvoir parler plus bas et se faire entendre. « Maintenant que je crois le danger passé, je dois vous dire que nous venons d'échapper par un heureux hasard, ou plutôt par une protection spéciale de la Providence, à un ennemi autrement dangereux que les partis d'Iroquois qui rôdent depuis quelques semaines sur le rivage. Si j'avais eu affaire à tout autre qu'à vous, j'aurais soigneusement évité de révéler cet incident. Mais je connais la fermeté de votre caractère et votre désir que rien ne vous soit caché. Vous faites bien, le canotier. Continuez. Vous avez peut-être pu croire un instant que votre enfant était le jouet d'un rêve, lorsqu'il vous indiquait cette forme étrange dont nous n'avons pu entrevoir que l'ombre. Mais soyez bien sûr que ce n'était pas une illusion. Les enfants pénètrent parfois des secrets que nous autres hommes, nous sommes incapables de percer. L'innocence de cet âge le rapproche du monde des esprits et lui révèle souvent des dangers impénétrables à nos regards. Si j'avais connu, il y a quelques heures, ce que le bon ange de cet enfant lui a fait voir et entendre, je ne me serais jamais hasardé à partir cette nuit. « Comment, le canotier ?» répondit madame Mouelle. « Est-il possible que vous vous laissiez entraîner par de misérables superstitions? Vous, un vieux chasseur qui avez passé toute votre vie dans les bois et qui avez bravé tant de dangers au milieu des sauvages? Vraiment, je ne vous reconnais plus. Jamais je ne vous aurais cru capable d'une telle faiblesse. Ce prétendu fantôme n'a-t-il pas une cause toute naturelle? » ?»« Madame, » répondit le chasseur d'un ton grave, « avez-vous pu croire un instant que cette apparition n'était que le reflet de la chute à travers l'ombre? Croyez-vous qu'à la distance où nous étions, cette nappe d'eau pouvait être visible par une nuit aussi noire? Fiez-vous à l'expérience d'un vieux coureur des bois à qui la solitude et le désert ont appris une science qui ne se trouve pas dans les livres. Depuis tantôt 20 ans que je mène la vie des bois, j'ai dû acquérir quelques connaissances des phénomènes de la nature. Il n'est pas un bruit des eaux, des vents ou des animaux sauvages qui me soit inconnu. Les 1000 voix du désert me sont familières, et je puis toutes les imiter au besoin. Bien souvent pendant les nuits au sein des forêts, près des lacs ou des rivières, tantôt au milieu des camps indiens, tantôt durant les chasses d'hiver, j'ai passé de longues heures à étudier les divers aspects de l'ombre et de la lumière, la lueur incertaine des étoiles, à la flamme du bûcher, ou par un beau clair de lune, ou bien par une nuit sombre et brumeuse comme celle-ci. Il est peu d'objets qui, soit le jour, soit la nuit, puissent longtemps tromper ma vue exercée par une longue habitude. Eh bien, madame, je vous dis que cette vague lueur ne vient ni du ciel, ni de la terre. Ne serait-ce pas peut-être la flamme de quelque bivouac indien voilé par la brume? Vous n'avez jamais confondu les rayons de votre lampe avec la clarté de la lune, n'est-ce pas, madame?
Eh bien, il serait aussi difficile pour moi de confondre cette étrange lueur avec le feu d'un bivouac indien. Une crainte superstitieuse vous aura troublé la vue, reprit madame Houel, avec un mouvement d'impatience et d'incrédulité. Ce reproche piqua au vif le hardi canotier, qui garda un moment le silence. Puis, d'une voix émue, Madame, un homme qui a passé la moitié de sa vie exposé chaque jour à se voir attaquer et scalpé par de féroces ennemis, qui a servi de guide dans une dizaine d'expéditions contre les 5 cantons, qui a tué de sa main plus de 60 Iroquois, qui, pour sauver son ami Miti Chinepik, s'est vu 2 fois, sans trembler, attaché au poteau, prêt à être brûlé vif, qui entonnait la chanson de guerre pendant qu'on lui arrachait les phalanges de 2 doigts, après la lui avoir fumé dans le calumet, qui riait des tourments quand on lui mettait autour du cou un collier de haches rougies dont il conserve encore les cicatrices. Cet homme doit avoir le droit de se croire peu accessible à la crainte. Mais puisque vous doutez de mes paroles, interrogez Chinepik. Vous avez entendu l'exclamation de cet Indien au moment où votre enfant indiquait du doigt cet objet mystérieux qui ne paraissait à nos yeux qu'une pâle vapeur. Les paroles de l'enfant ont été pour lui un trait de lumière. Et si vous eussiez compris la langue sauvage, les mots machis kueu qui lui ont échappé, vous aurez tout révélé, sans que j'eusse eu besoin de proférer une parole. Car vous avez sans doute entendu parler de celle que les Blancs appellent la dame au glaïeul, et que les sauvages connaissent sous le nom de machis kueu, c'est-à-dire la mauvaise femme, ou la jongleuse. À ce nom trop connu, madame Houel, quoique douée d'une rare énergie de caractère, ne put réprimer un tressaillement involontaire. Car on était à une époque où la superstition était encore si répandue et si vivace que les personnes instruites même, qui n'ajoutaient aucune foi aux contes populaires, ne pouvaient, en les écoutant, se défendre d'une secrète terreur. Et dans un pays comme était alors le Canada, couvert d'immenses forêts inexplorées, peuplé de races étranges et à peine connues, tout était propre à entretenir et à fomenter les idées superstitieuses. En effet, pensa-t-elle, j'ai entendu parler de cette célèbre jongleuse qui est parvenue à acquérir une si grande influence parmi les tribus iroquoises, et dont les pères missionnaires ont rapporté des choses si merveilleuses. Il ne doute pas qu'elle ait des communications avec le mauvais esprit, et qu'elle n'opère par son influence des prodiges incroyables. On dit qu'elle est parvenue à soulever les 5 nations contre la colonie, que l'ambassade envoyée dernièrement au gouverneur sous prétexte de conclure la paix n'est qu'une infâme trahison ourdie pour endormir les colons, et qu'il trame, pendant ce temps, le projet de massacrer jusqu'au dernier Français. Serait-il vrai, comme on le dit, qu'à la tête d'un parti d'Iroquois, elle rôde autour de nos habitations pour se saisir de quelques prisonniers importants, afin de l'immoler à leur dieu Areskoui, et se le rendre ainsi propice dans la nouvelle guerre?